Bonsoir à tous. Je vous propose de vous asseoir, que nous puissions commencer ce conseil municipal qui est un petit peu dépeuplé parce que il y a des conseils d'école. Voilà, donc normalement les conseillers municipaux devraient arriver rapidement. Je l'espère, mais voilà, il y a des conseils d'école en même temps, c'est les aléas du direct. Et nous avons aussi des conseillers municipaux ou des adjoints qui sont coincés dans les bouchons. Donc voilà, donc vous aussi. Donc il y en a qui seront en retard. Mais on verra ça au moment de l'appel. Voilà, Monsieur Dumas arrive. Alors, puisque nous ouvrons traditionnellement le conseil municipal avec les questions des habitants, est-ce qu'il y a des questions des habitants? J'en vois une. Madame. Attendez, votre micro va arriver, autrement on ne vous entend pas. Merci. Bon, Madame le maire, messieurs les conseillers, messieurs les... Donc pour la troisième fois, vous voyez, j'espère que c'est la dernière fois, parce que ma question est la suivante. Ah bon, on est dans les cartons depuis 9 mois, on n'en peut plus, on survit. Hein. Donc, et là, ma question est la suivante, parce que les deux notaires ne me répondent pas. Le mien me dit qu'il n'arrive pas à obtenir une réponse du vôtre. L'argent est-il en disponible, c'est-à-dire qu'au moment de la signature, pourront-nous disposer de cet argent? Parce que bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc moi, c'est ce qu'il faut, puisque bon, c'est le 7 avril que se termine les derniers 2 mois, donc qui en fait en ont été 6, n'est-ce pas? Donc j'espère que cette fois-ci, ce sera le bon, qu'il y aura tous les documents, et qu'enfin nous signerons, et qu'enfin nous pourrons partir rejoindre ma fille et soigner mon mari. Parce qu'il va pas très bien. Hein. Donc voilà, merci. J'attends donc votre réponse. Alors, vous avez une bonne nouvelle, Madame Kraft, c'est que dans ce conseil municipal, si vous avez suivi l'ordre du jour, oui, votre terrain n'est pas mentionné. Donc ça veut donc dire que tout va bien. Donc comme je vous l'ai dit lors du précédent conseil municipal, on a beaucoup de conseils municipaux en ce moment, c'est pour ça que ça se multiplie. Eh bien, nous avons le délai des 2 mois. Ce délai des 2 mois sera acquis le 7 avril. Normalement, les notaires doivent se rapprocher pour que la vente puisse se faire comme c'est prévu. Une date doit être fixée. Et nous avons le conseil municipal du 2 avril, dans lequel en plus il y a le budget. Donc, et dans le budget, eh bien, il y a la vente de ce terrain, donc l'achat du terrain par la ville. Donc en plus, voilà, toutes les conditions seront réunies, je vous rassure, Madame Kratz. C'est-à-dire que pour l'instant, l'argent n'est pas là. Si l'argent est séquestré, vous avez eu un séquestre qui a été, c'est le courrier que vous avez reçu, un séquestre de 20% qui a été déposé pour montrer, puisque tant que, d'ailleurs il faudrait qu'on arrête, qu'on retire la demande, puisque nous n'avions pas l'estimation des domaines, il fallait que nous actions le fait que nous étions intéressés, que nous étions volontaires pour acheter, pour ne pas perdre le bénéfice de la préemption. Et donc nous avons saisi le juge de l'expropriation pour qu'il nous évalue le prix, puisque les domaines, voilà, il y avait eu le problème qu'on avait évoqué, qui a justifié la nouvelle délibération la dernière fois. Et donc, pour juste saisir le juge de l'expropriation, c'est le courrier que vous avez reçu, eh bien, il faut faire un séquestre de 20% comme une promesse de vente pour montrer que c'est pas juste une histoire. Oui, mais ça représente donc 60 000 €. Oui, mais vous inquiétez pas, madame, vous inquiétez pas. Nous avons la semaine dans 3 semaines. Nous allons voter le budget et dans 3 semaines, vous allez voir que c'est pas 50 000 €, madame, le budget, c'est plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sujet. Parce que ce qu'on craignait, c'est qu'arrivé à la signature, eh bien, il n'y ait pas l'argent et qu'il faille le demander. Madame Kratz, vous vous adressez, c'est une collectivité locale qui a préempté votre bien, donc vous avez une garantie de la collectivité locale. Et donc, voilà. Je ne doute pas de la garantie, je doute du temps. Et la preuve, Madame Kratz, c'est que nous avons fait toutes les précautions et fait toutes les diligences pour que surtout cette vente, cette préemption ait lieu et que la vente se fasse. Voilà, c'est tout. Donc je pense que je vous ai répondu. Okay. Voilà.
Mais Merci. je sais que tant que vous n'aurez pas eu les virements, ça sera compliqué. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous rassure à ce sujet-là. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je voyais une autre question. Oui. Bonsoir à tous. Vous me connaissez pour différentes casquettes. Là, aujourd'hui, je suis mandatée par le collectif des jardiniers de Morsan, la parcelle, notamment la parcelle qui est derrière l'école Courbet, parce que malheureusement, il y a une partie des clôtures qui ont été saccagées. Donc, tout le monde est un peu inquiet du devenir des jardins, notamment de la mise en sécurité. Quand est-ce qu'on pourra avoir une nouvelle clôture? Donc c'est surtout là cette protection et aussi la gestion des jardins, puisque avant on avait Naïma et Solène qui ne travaillent plus aujourd'hui pour la ville, donc on n'a plus de référents, donc, et on aimerait avoir donc un nom et puis aussi une réunion rapidement entre le collectif et la mairie pour savoir où on en est dans les jardins. Merci beaucoup de cette question. Effectivement, il y a eu des dégradations dans les jardins familiaux. Comme il y en avait eu il y a quelques années, je crois que c'était l'été 2020 ou l'été 2021, il y avait eu pas mal de dégradations. Cette année, nous avons préparé et prévu au budget, non pas de la ville, mais au budget du CCAS, puisque les jardins familiaux sont gérés par le CCAS, un budget d'investissement qui servira à clôturer les jardins familiaux assez très prochainement vers vous, parce que je sais qu'il y a des parcelles qui sont encore à attribuer, et puis qu'il y avait des questions, et puis que c'est normal, le printemps arrive, c'est le temps aussi de remettre en avant les jardins familiaux et de faire un grand nettoyage de printemps. Voilà. Mais donc tous ensemble. On peut espérer une réunion pour à peu près quand? Bah écoutez, là, comme ça, je ne peux pas vous le dire, mais d'ici un mois et demi, on devrait réussir à avoir une réunion. Au moins Brigitte, ça c'est sûr. Donc, Sophia Aoud, la nouvelle directrice des solidarités, a pris maintenant ses fonctions depuis un mois seulement. On n'a pas encore recruté la personne qui doit remplacer Solène, que vous évoquiez, mais on est en mars. Je pense qu'en avril, on va commencer à faire quelque chose. Voilà. Merci. En tous les cas, on vous tiendra informé des projets. Alors, il y avait une autre question, madame. Madame le maire, propriétaire d'un appartement au parc Saint-Germain, je souhaiterais évoquer la décision que vous avez prise et qui est relative au déplacement de nos 17 parkings privés sur la voie publique, dont 3 d'ailleurs ont été supprimés, et la mise en place de 2 circulations publiques à l'intérieur de notre copropriété. Cette dernière a la particularité d'englober dans sa surface les trottoirs de la rue Marcel Cachin et de la rue de Savigny. Je ne sais s'il s'agit d'un abus de pouvoir de votre part ou d'une ignorance des lois de la copropriété, mais à ce jour, votre décision est parfaitement illégale. Vous avez effectué cette opération sans avoir établi le moindre dossier ou pris le moindre contact avec le syndicat des copropriétaires. Pas plus que vous n'avez adressé un courrier à chacun d'entre eux, que ce soit avant ou après la mise en place de cette opération. Vous n'avez rien fait non plus après la visite de notre syndic qui vous a alerté sur le sujet. Dans le cadre des règles qui régissent la copropriété en France, toute cession de terrain doit être approuvée par la majorité des copropriétaires réunis en assemblée. À noter que le syndic, prestataire de services, n'est en aucun cas habilité à prendre une décision dans ce type de dossier, puisque c'est l'Assemblée générale des copropriétaires et elle seule qui est souveraine. Il n'est donc pas envisageable à ce jour que ces travaux soient considérés comme légaux, puisqu'aucun acte de cession n'a été établi entre les 2 parties, comme le prévoit la loi. De plus, les dispositions que vous avez prises engagent la responsabilité civile des copropriétaires. Vous comprendrez donc, j'en suis sûre, l'émoi provoqué par une telle situation. Il est donc impossible de voir perdurer cet état de fait. Je vous rappelle que 284 foyers disposent d'un appartement ou d'un commerce dans cette résidence, dont ils possèdent encore à ce jour la totalité de la surface.
Afin de préserver les droits et les intérêts de ceux-ci, l'urgence est donc, dans un premier temps, de rendre inertes les 2 voies que vous avez décidé de faire installer sur le terrain. Pour ce faire, il suffira de placer, et ce dans les plus brefs délais, des barrières fixées au sol à chaque extrémité des voies cyclables et piétonnes pour empêcher la circulation. Dans un deuxième temps, il faudra effectuer les démarches légales que j'ai évoquées et dont vous vous êtes exemptés. C'est seulement après cette étape que l'Assemblée générale des copropriétaires pourra se prononcer sur l'opération et en accepter ou non la cession. Celle-ci ne deviendra effective qu'après le paiement du terrain et la signature de l'acte de vente. Votre décision était une mauvaise décision. Il est donc inenvisageable de demeurer dans cette situation qui dure déjà depuis plus de 8 mois et qui est, vous en conviendrez, une spoliation de propriété. Je souhaite, Madame le maire, que vous agissiez pour protéger les intérêts de vos administrés. C'est pourquoi je vous demande de me dire quelles mesures vous allez prendre pour faire droit à ma requête et sous quel délai. Merci. Merci beaucoup, Madame, de cette question. Nous avons eu de nombreux échanges avec le syndic de copropriété et avec votre représentant, votre président, Monsieur Ferrin, à ce sujet. On est sur effectivement une propriété privée, c'est avec des parkings devant qui desservent les commerces. Il y a eu effectivement des concertations qui ont été faites tout au long de la programmation des travaux, puisque c'est un itinéraire qui est un itinéraire. Mais oui, Madame, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un itinéraire qui a été vu avec et travaillé avec Cœur d'Essonne Agglomération, avec le département, avec Île-de-France Mobilité, avec la région. Donc on est sur une route départementale, puisque la rue de Savigny est le RD 77, qui est une rue départementale. Et donc tous ces travaux ont été vus en concertation avec, avec vos représentants. Effectivement, il y a eu un démarrage des travaux qui s'est fait au mois en fin d'été ou en début d'automne avec une information des riverains qui a été vraiment au dernier moment, parce que c'était... Alors, j'aime pas ce genre de réponse, mais c'est Cœur d'Essonne qui devait faire l'information, et il y a eu un courrier qui était fait, co-signé par Éric Brève et par moi-même auprès des propriétaires, des copropriétaires, pour les informer un mois à l'avance qu'il y allait avoir ces travaux. Le courrier n'a pas été distribué. Bon, Cœur d'Essonne en a reconnu, la responsabilité, mais c'est vrai que vous avez été prévenu des travaux et du lancement des travaux très tardivement, et que l'objectif était de réussir à faire converger à la fois tous les travaux, mais toute la réhabilitation aussi de la voirie du RD 77, toute la réhabilitation pour qu'on ait quelque chose qui soit cohérent et qu'on ne fasse pas du patchwork et qu'on ne fasse pas chacun dans son coin un petit bout de travaux, ce qui ferait que ça dépense de l'argent pour rien et ça utilise les fonds publics pas à bon escient. Donc tout ça il y a eu une convergence. Effectivement, il n'y a pas eu d'assemblée générale qui a pu être provoquée en temps et en heure. On a vu votre syndic de copropriété, on a vu aussi les représentants de la copropriété. On a un métrage qui doit être réalisé, et donc c'est Cœur d'Essonne qui est en train de finaliser le métrage de géomètre, un géomètre qui doit vraiment identifier les parcelles à rétrocéder. À partir de là, on s'est engagé à faire un courrier pour dire qu'on engageait la rétrocession et qu'on demandait à l'Assemblée générale, une Assemblée générale extraordinaire, pour se prononcer sur la rétrocession des voiries, qu'on prenait à notre charge les frais d'Assemblée générale, etc. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris et qui est pérenne. J'ai relancé Cœur d'Essonne Agglomération pour savoir où est-ce qu'ils en étaient du géomètre. À ce stade, on devrait avoir les réponses très prochainement et qui nous permettra d'enclencher toute la procédure. Quant au fait parce qu'effectivement, quand
quand vos représentants sont venus, ils nous ont dit dans ce cas-là, il faut arrêter les travaux. Je dis très bien, on arrête les travaux. Donc quand vous arrêtez les travaux, vous arrêtez aussi les financements. Et quand vous avez réussi à mettre tout le monde autour de la table pour avoir quelque chose comme 700 000 euros de travaux qui ont été financés et pour lesquels l'agglo n'a eu que 40 000 euros à financer, c'est quand même intéressant. Donc, si on stoppe les travaux, quand vous avez pris toutes les entreprises, etc., voilà. Donc, la subtilité, entre guillemets, qui a été proposée d'ailleurs par le conseil du syndic de copropriété, c'est justement d'avoir un arrêté engageant les travaux, un arrêté du maire, ce que j'ai fait, de façon à ce qu'il y ait une obligation d'intervention. Et reconnaissez que on a repris tous les escaliers, on a repris aussi tout ce qui n'était pas de notre propriété, mais qui va donner de la plus-value aussi à l'immeuble et au commerce. Et donc c'était aussi le but du jeu, c'était que avec le renforcement des circuits de bus, avec l'arrivée du T12, eh bien vous ayez une copropriété qui soit un peu plus qualitative dans ses abords. Et d'ailleurs, à cet égard, je profite que vous m'en donniez l'occasion, nous avons été saisis par votre président pour nettoyer la rue Marcel Cachin, et c'est quelque chose qui s'est réalisé là aujourd'hui, je crois, ou hier, il y a eu des gros nettoyages qui nécessitent aussi une entreprise, qui nécessitent, voilà, et donc parce qu'il faut dégager tous les véhicules, donc vous avez eu des arrêtés qui ont informé, tous les véhicules ont été dégagés par leurs propriétaires, on l'espère, de façon à pouvoir nettoyer la rue Marcel Cachin à fond, comme on l'avait fait l'année dernière, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Ça fait partie des rues qu'on ne peut pas traiter et qui ont beaucoup d'arbres. Voilà. Donc on est attentif. Là-dessus, il y a effectivement eu un loupé, mais les choses suivent leur cours. Voilà. Que vous n'avez pas du tout compris mon intervention. Si, j'ai tout à fait compris votre intervention. Je suis en train de vous parler de la responsabilité civile des copropriétaires. Vous êtes venu sur une copropriété privée. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui accepterait qu'on installe une voie publique sur son terrain? Si vraiment il y a quelqu'un ici, je dis, il est fou. Vous êtes déjà sur un espace public, madame. Pardon? Vous êtes déjà sur un espace public. À partir du moment où vous êtes sur un espace public... C'est vous qui avez mis un espace public dans notre copropriété. Moi, ce que je vous demande, c'est simplement de respecter la responsabilité civile des gens. Vous me parlez du nettoyage de la rue, mais la rue, elle s'est toujours nettoyée, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Le président et le syndic ne sont pas responsables d'aucune décision dans ce dossier. C'est l'Assemblée générale. Vous me dites que l'Assemblée générale va se réunir. J'en suis ravie, mais elle n'est toujours pas convoquée. Il faut attendre que... Madame, je vous ai répondu, il faut attendre que le géomètre fasse les... Et j'ai relancé... Madame, vous êtes sur notre copropriété. Je sais, madame, et j'ai relancé à plusieurs reprises Cœur des Sommes agglomération pour avoir justement le travail du géomètre, les résultats du géomètre. Je ne peux pas vous dire plus, que le géomètre mesure ou pas. Je ne suis pas en train de vous demander d'annuler les travaux. Je ne suis pas en train de vous demander, vous avez très bien fait de ne pas les arrêter. Je vous demande simplement de protéger notre copropriété. S'il y a un problème, un accident, c'est nous qui serons responsables. Donc c'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Je ne vous dis pas, madame, qu'il faut détruire, encore que vous nous avez quand même pris 3 parkings, et il va quand même y avoir un problème de responsabilité, parce que nous avions avant 17 parkings privés qui sont devenus 14 parkings publics. Il y a quand même un problème là. Et si vous trouvez qu'il faut attendre... je vous ai donné la réponse que je pouvais vous donner à date. Donc, pour les questions de responsabilité, on va voir avec la Direction générale des services s'il y a un arrêté qui peut, en attendant la demande, etc., dire que c'est sur la voie publique et que la mairie en assume toute la responsabilité. J'entends votre question de responsabilité. Et donc, ce qu'il faudra surtout, c'est que votre assurance s'y engage, parce que vous pouvez nous faire toutes les promesses de la terre. Madame, on est en conseil municipal, je vous ai donné la parole et je vous donne la réponse à date que je peux vous donner. Voilà, avec les éléments que je peux vous donner. Enfin, je vous rappelle quand même que pour l'instant, notre propriété a été spoliée. J'entends, madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Et donc, je vais faire l'appel. Alors, Marianne Duranton, présente. Florence Lebouc. Présente. Didier Charnay. Présent. Brigitte Auchard.
Augustin Dumas. Elisabeth Rolando. Jacques Pérez. Virginie Buisson. Pierre Moreau. Dominique Deschamps. Patrick Lefebvre, retard. Il est en conseil d'école. Pouvoir à Monsieur Champon. Karine Nachtergaël, retard. En conseil d'administration du collège. Pouvoir à Monsieur Charnay. Madame Dapexao, retard. Dans les bouchons. Pouvoir à Marianne Duranton. Madame Da Silva, absente. Pouvoir à Dominique Deschamps. Florent Bordelais, retard en conseil d'école, pouvoir à Monsieur Moreau. Nicole Lebeau. Marc Conillot. Arrivé juste à temps, Marc. Bravo. Monsieur Boubousseau. Vanessa Malonga, absente, pouvoir à Virginie Buisson. Théophile Leguerne. Béatrice Guyon. Isabelle Mallet. Merci aussi. Nelly Réja Mortel, absente, pouvoir à Brigitte Auchard. Thibaut Manchon, absent, pouvoir à Florence Lebouc. Véronique Alix, absente, pouvoir à Elisabeth Rolando. Julien Fenesse. François Champon. Pardon. Marie-Claire Arraza. Jean-Michel Brun. Maïmouna Ndiaye, absente, pouvoir à Isabelle Lepers. Pardon. Yannick Lemaire, en retard. C'est ça? Dans les transports. Et pouvoir à qui en attendant? Pouvoir à qui en attendant? Je ne sais pas parce que j'en ai que deux là. J'ai que monsieur... Ah non, j'ai que madame Latour. Ah non, 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 il est là, pardon, je ne l'avais pas vu, il était en dessous. À Marie-Claire Arraza, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc pouvoir à madame Arraza. OK. Marlène Latour, absente, pouvoir à monsieur Brun. Pierre Spinoza, Isabelle Lepers, Éric Villéger, présent. Très bien. Eh bien, j'ai tout le monde. C'est très bien. Donc, le quorum étant atteint, je voulais, avant de commencer, vous poser une question. On voit bien que le 18h30, c'est un peu compliqué pour tout le monde pour être à l'heure. Et comme les jours se rallongent et que le temps... je vous rappelle qu'on avait on a pris cette mesure pour des raisons d'économie, hein, aussi, quand les prix ont commencé à flamber. Est-ce que 19h30 serait une heure qui vous conviendrait pour le prochain conseil municipal, quoi, pour les prochains conseils municipaux? Est-ce que ça serait plus facile pour caler pour tout le monde? Évidemment. Bon, donc on peut... voilà, mais je préfère vous poser la question. C'est vrai que quand on est passé à 18h30, on vous l'avait dit, bon, pour ceux qui sont salariés, avec les transports qui dysfonctionnent énormément, c'est un vrai souci. Très bien. Donc, le prochain conseil municipal sera le 2 avril et sera à 19h30. Comme ça, ça permettra de concilier tout le monde. Ça restera un peu tôt pour pas trop pénaliser les horaires, mais autrement, 19h30. Est-ce que vous avez reçu les décisions? Alors, justement, Madame Arraza, il y a eu un problème la dernière fois. Vous aviez signalé un problème de réception des décisions. Effectivement, il y avait eu un retour, c'est ce que nous a dit le secrétariat général, et on n'avait pas été alerté dessus. En revanche, tous les dossiers avaient bien été portés à tout le monde. Donc ça, en temps et en heure. Donc, bon, sauf à remettre en cause la parole de l'appariteur qui porte les dossiers, tous les dossiers avaient bien été, et il attend toujours pour aller remettre les dossiers. Donc là-dessus, les dossiers papier étaient bien partis en temps et en heure. Donc voilà, mais bon. Oui? Alors, j'ai reçu donc une lettre, un courrier donc de votre directrice générale des services qui nous propose donc une nouvelle organisation pour s'assurer donc qu'il n'y ait pas à l'avenir de difficultés dans la transmission des documents en temps et en heure.
Donc ces propositions nous conviennent très très bien, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un dossier très lourd, l'envoi par plusieurs mails. Donc ça, il n'y a pas de souci. On sait que votre directrice travaille aussi à comment ça s'appelle, la possibilité d'avoir un espace dédié aux élus pour partager les documents. Donc ça, c'est parfait parce que nous tenons, et c'est bien normal, à ce que les choses soient, les règles soient respectées. En parlant de règles, est-ce qu'il serait possible de concrétiser notre demande, à savoir de renouveler ce qui n'a pas été fait depuis fin 2020, début 2021, à savoir donc sur le site de la ville, donc qu'il soit bien indiqué le nom de chaque conseiller municipal, avec une photo donc qui correspond à chaque conseil. Alors justement, la dernière fois, au dernier conseil Merci. municipal, vous aviez évoqué cette question, et moi j'ai demandé que la com fasse le nécessaire et qu'on vous contacte pour justement une photo. Ça n'a pas été fait. Bon, là donc, madame, il faut vraiment que ça soit fait. Je me retourne pour que ça soit fait, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, que ça ne soit pas fait. Alors par contre, c'est mieux quand... mais je sais qu'on a quelques conseillers municipaux dont on n'a pas la photo non plus. Donc ça serait bien que chacun prenne le temps de passer à la com pour avoir une photo de qualité. Autrement, vous aurez une photo qui ne sera peut-être pas nécessairement d'une qualité parfaite. Voilà. N'est-ce pas, Monsieur Fenès, qui est là depuis longtemps et pour lequel nous n'avions pas de photo, hein? Voilà. Voilà. Donc, et puis François, je pense qu'il n'y a pas de photo non plus, François Champon non plus. Bon. Donc on va faire le nécessaire, mais pour tout le monde. Voilà. Monsieur. Oui. Je ne sais pas si... Oui. Je voudrais aussi signaler, dans le compte-rendu du dernier conseil municipal, sur la délibération concernant la concertation du marché, il a été mentionné qu'il y avait 8 abstentions. Nous ne nous sommes pas abstenus, nous avons voté contre. Nos votes ont été transformés d'abstention en contre. De contre, pardon, en abstention, excusez-moi. Bon, on va modifier, mais je ne sais pas. Normalement, c'est... J'ai revérifié sur la vidéo YouTube et on a bien voté contre. D'accord. Voilà. C'est l'avantage de la vidéo YouTube. Voilà. Donc, je constate que le quorum est atteint. J'avais des doutes, hein, vu les retards qu'il y avait, j'avais des doutes, mais c'est bon, il est atteint. Je vais donc désigner un secrétaire de séance qui est volontaire. Monsieur Beurdelet, vous êtes arrivé. Donc, Monsieur Beurdelet, je reviens aux décisions. Est-ce que vous avez des remarques sur les décisions? Parce qu'on a évoqué, mais on n'a pas parlé des décisions en elles-mêmes. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur les décisions que vous avez reçues? Pas de questions. Je vous en remercie. Alors, nous allons passer au premier point de l'ordre du jour du Conseil municipal, qui est une demande de subvention au Conseil régional au titre du budget participatif, écologique et solidaire. Alors, nous avons fait... alors, on a essayé de remplir toutes les cases pour avoir plein de sous, récupérer des sous sur des projets qu'on veut porter. Donc il y a 4 projets qui ont été présentés au titre du budget participatif. Donc il y a un projet d'espace vert et de biodiversité avec la création d'un verger dans le parc du Château. L'idée est de le faire juste entre le tennis et le mur de l'enceinte du parc du Château. C'est un endroit qui était déjà un endroit qui avait des vergers, puisqu'il y a quelques arbres, et donc de pouvoir faire l'opération Un arbre, un enfant l'année prochaine à cet endroit-là, pour permettre justement à la fois de redonner sa fonction nourricière au parc, puisque c'était sa fonction initiale, et à la fois de permettre aux parents de pouvoir justement avoir une trace de la naissance de leur enfant, même s'ils l'auront encore très longtemps, mais une trace qui se traduise par un arbre, puisqu'il y a un proverbe, une phrase d'un poète brésilien qui dit qu'un homme réussit sa
sa vie lorsqu'il a planté un arbre, fait un enfant et écrit un livre. Donc quand on a fait un enfant et planté un arbre, il ne reste plus qu'à écrire un livre et on a réussi sa vie. C'est une petite plaisanterie, mais je trouvais que l'image était jolie. Voilà, donc c'est le premier projet. Donc c'est un projet dont le montant est à 46 000 €. Et donc, on demande le maximum de la subvention permise par la région pour ce type de projet léger, parce qu'il y a aussi des projets beaucoup plus lourds, donc on n'est pas allé dans le projet beaucoup plus lourd, qui est de 10 000 €. Donc ces arbres ont été choisis avec la Maison de l'Environnement pour avoir des arbres qui soient à la fois des arbres qui existaient dans le parc, qui sont des arbres autochtones et non pas des arbres qui ne seraient pas d'essence locale et qui soient en continuité avec les activités de la Maison de l'Environnement. Dans un deuxième projet, on a aussi demander une subvention pour pouvoir justement sensibiliser nos enfants dans les écoles à l'utilisation économe de l'eau et notamment éviter les bouteilles en plastique, etc. Et donc, pour ce faire, on sollicite la région pour obtenir une subvention pour l'achat de gourdes en métal, qui seraient donc distribuées aux enfants en début d'année et leur permettraient donc de pouvoir remplir ces gourdes, aller à l'école avec ces gourdes et donc pouvoir avoir une démarche environnementale qui ne soit pas du jetable ou du j'achète l'eau du robinet, puisque nous avons l'eau publique et que c'est important, justement, on a une eau de qualité. D'ailleurs, je signale que nous serons la semaine prochaine dans la Semaine mondiale de l'eau, avec la Journée mondiale de l'eau le 22 mars, et donc c'est un message important. La troisième demande, c'est une demande sur la propreté, la prévention et la gestion des déchets et de l'économie circulaire. Vous savez que depuis le 1er janvier 2024, les habitants sont incités à trier leurs déchets et à trier notamment leurs déchets alimentaires et à faire un acte de tri des déchets organiques. Et donc, on demande une aide pour pouvoir acheter des lombricomposteurs. Alors, le lombricomposteur, ce n'est pas un composteur, c'est un composteur avec des lombrics qui travaillent la terre et qui font un terreau de très grande qualité, mais qui font aussi quelque chose de merveilleux qui s'appelle le jus de verre. Donc c'est du thé vert, sinon ça s'appelle du thé vert, une sorte de liquide verdâtre qui, collecté et mis dans la terre, est un engrais absolument extraordinaire pour les plantes. Donc c'est tout un travail que la Maison de l'Environnement nous propose de faire avec ces lombricomposteurs pour les habitats collectifs et pour les habitats individuels. Naturellement, lombricomposteur dans une chambre ou dans un appartement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il vaut mieux être en plein air ou dans un espace collectif. Donc là, il y aura tout un travail à faire. Donc là, c'est une subvention, c'est un projet à 13 635 € avec un montant de subvention sollicité de 10 000 €. Enfin, nous avons un projet qui a été, alors que nous avions présenté l'année dernière. Alors pourquoi je décris ce... Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Alors nous avions présenté ce projet l'année dernière, c'est le vélo et les mobilités propres au quotidien. C'est de pouvoir bénéficier d'une aide de la région pour pouvoir acheter un parc de vélos électriques pour nos agents, d'une vingtaine de vélos et de triporteurs pour pouvoir faire les petites courses pour éviter d'utiliser toujours la voiture. Mais comme ça monte à certains endroits, dont notamment Madame... je vais renchérir à la rue de Savigny. Comme il y a des montées, c'est vrai que le vélo, c'est pratique. Eh bien, le vélo électrique, l'année dernière, nous avions présenté ce projet, nous avions été éligibles, mais comme nous n'avons fait aucune publicité, ce projet n'a pas reçu de vote, donc il n'a pas été retenu. Donc, au-delà du vote que nous allons avoir aujourd'hui, il faudra, et on vous tiendra tous informés, on tiendra les Morsaintois informés de la campagne
de budget participatif, parce qu'il faut que les gens votent pour que les projets soient retenus. Donc on peut faire les plus beaux projets qui sont retenus parce qu'ils sont éligibles, etc., mais ils ne sont pas retenus in fine parce qu'il n'y a pas eu de vote. Donc l'année dernière, et moi, mea culpa, hein, moi j'avais même pas voté pour le projet, j'avais complètement zappé. Donc il y aura une campagne de vote à un moment, il faudra, et vous serez sollicité dès qu'on aura la confirmation de la campagne de mobilisation, il faudra que tout le monde aille voter pour les projets qui auront été retenus dans le cadre du budget participatif. Voilà. Je vous propose, j'ouvre les questions si vous avez des questions ou des remarques. Je n'en vois pas. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Donc, nous allons passer à la deuxième délibération qui est la cession de 2 véhicules communaux. Et je passe la parole à Monsieur Pérez. Merci, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de véhicules qui sont hors d'usage. Un véhicule Iveco immatriculé BS 323 FP, mis en circulation en 2011, utilisé jusqu'à septembre 2023 par l'association caritative Esprit Libre et la Croix-Rouge pour la collecte des alimentaires. Du fait de son état, ne correspond plus aux besoins de la collectivité et nécessite des réparations trop onéreuses. Il est de même pour le véhicule Fiat Scudo, immatriculé CM 127 JE, utilisé par la cuisine centrale. Ces véhicules ne présentent plus des aspects de sécurité nécessaires. Il a été jugé préférable de ne plus les utiliser. En effet, le pont arrière du premier véhicule est endommagé, ce qui est plus dangereux lors de l'utilisation du dit véhicule et engendre des frais financiers énormes. De plus, des réparations ont déjà été engagées pour une surcharge du véhicule. Le véhicule réfrigéré du second est défaillante. Le dit véhicule ne passe plus au contrôle obligatoire. Face aux dépenses envisagées, la commune souhaite procéder à la vente des véhicules. Le garage SAAV Automobile s'est porté acquéreur de ces biens pour la somme de 6 500 € TTC. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le projet de délibération ci-après. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non? Des abstentions? Vote contre? Unanimité? Merci et félicitations pour ta première présentation, Jacques. Unanimité, c'est très bien. Donc, nous allons passer au sujet travaux, urbanisme et environnement. Et donc, la première délibération, c'est la résiliation d'un bail à construction, ensemble immobilier cadastré AV 411, au 30 avenue Marthe. Et je donne la parole à Didier Charnay. Bonsoir. La ville a conclu en octobre 1986 un bail à construire au 30 avenue Marthe au profit de la SCI Tilleul. Le bail à construire devait arriver à échéance en 2035 et permettre ainsi à la ville de retrouver la pleine propriété du bien immobilier. Le bail à construire a permis la réhabilitation du bâtiment existant et son extension, créant ainsi l'installation de commerces de proximité et de services de santé. La ville perçoit une redevance annuelle pour un montant actuel actualisé en 2024 de 8 472 € par an. Le 20 décembre 2020, la SCI Tilleul a procédé à la cession du dit bail au profit de la SCI Gailal et Tilleul. Par courrier en date du 23 avril 2023, la SCI Gailal et Tilleul a porté à la connaissance de la ville son intention de céder le bail à construire pour des raisons de santé.
en indiquant que le prix envisagé pour la dite cession s'élevait à 255 000 €. La ville a considéré l'intérêt de garantir le maintien notamment de l'offre médicale en vertu des baux signés et a saisi la direction générale des finances qui a évalué le bien à la somme de 245 000 €. Par courrier en date du 5 mars 2024, la SCI Gaïa-les-Tilleuls a accepté l'offre de la commune pour résiliation de bail moyennant le versement à la commune de 245 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la résiliation du bail à construire pour un montant de 245 000 €, d'autoriser Madame le maire à signer tout acte constatant la dite résiliation et de régler les frais d'acte évalués à la somme de 3 500 € à parfaire ou à diminuer. Il est donc proposé au conseil municipal d'en délibérer. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non. Juste une précision. En fait, la volonté de la ville de résilier ce bail à construction de façon anticipée est liée notamment aux besoins médicaux qu'on a sur la ville et le besoin de garder une offre médicale de qualité. Et vu l'accélération qu'il y avait eu entre la première session et la deuxième session, on s'est dit que le risque était qu'il y ait quelqu'un qui reprenne et que ça dégénère et qu'on retrouve un bien en 2035 qui ne sera pas du tout au niveau de ce bien qui aujourd'hui réunit combien déjà de médecins, Pierre? On a 4 médecins et 3 commerces en rez-de-chaussée, puisque c'est le bien, pour ceux qui connaissent, qui est sur la place Charles de Gaulle, qui est ce qu'on appelle le cabinet médical Beau Séjour, qui est sur la place Charles de Gaulle. Donc voilà, c'était pas nécessairement dans nos projets, mais il nous a semblé important de pouvoir se positionner sur ce bien. Voilà. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Non, une unanimité, je vous remercie. Alors, nous passons maintenant à 2 délibérations qui sont liées. La première délibération, toujours en urbanisme, c'est le déclassement par anticipation du domaine public communal du terrain AO 775 Halle du Marché et du terrain AO 358 Parking du Marché, 630 avenue de Voie de Compiègne, avenue des Hêtres. Et la deuxième, ça sera la cession par la ville des propriétés, des dites propriétés, pour justement le projet qui va vous être présenté. Alors ça va être une présentation commune et 2 votes ensuite séparés, mais globalement, ce sera une présentation commune. Monsieur Charnay est à 2 voix, je pense que Monsieur Moreau pourra compléter. Ouais, d'accord. Donc oui, là, ça va être un petit peu plus long. Donc le déclassement anticipé intéresse l'actuel marché et son parking. Le foncier communal est cadastré en AO 775 pour une superficie de 2645 m² et en AO 365 pour une superficie de 1807 m². L'équipe municipale a affirmé sa volonté de porter un projet urbain cohérent pour un cadre de vie de qualité à Morsang-sur-Orge. La révision générale du PLU a été approuvée par le conseil municipal et a permis de décliner les secteurs à enjeux forts pour la ville, pour l'avenir de la ville. Le secteur du marché a été identifié. Dès lors, un périmètre d'étude et de sursis à statuer est instauré sur ce secteur, délimitant le secteur du marché par 4 îlots, dont l'îlot A avec l'actuelle halle de marché, l'îlot B, l'actuel parking dédié au marché. La convention d'opération et de revitalisation du territoire, ORT, signée par Cœur d'Essonne Agglomération en décembre 2019 est modifiée par délibération en décembre 2021 du Conseil communautaire du CDEA, portant approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de l'ORT relatif à l'extension du périmètre. La réflexion et les études menées autour de ce périmètre ont permis de conforter la nécessité de la modification numéro 1
du PLU approuvé par le conseil municipal afin d'harmoniser les règles d'urbanisme à l'intérieur du périmètre d'études et permettre la réalisation du projet urbain pour créer une centralité attractive autour du marché et définir une orientation d'aménagement de programmation, donc une OAP, qui permettra la prise en compte du traitement des espaces publics et des abords du périmètre délimité. La Société Aménagement et Territoire a présenté une offre spontanée le 3 mars 2023, complétée le 21 juillet 2023, portant sur la réalisation du projet urbain global sur le secteur du marché de la forêt. L'offre spontanée est compatible avec les orientations du PLU, favorisant la réalisation d'un projet de renouvellement sur le secteur du marché et qui est inscrit aux enjeux de l'OAP du marché de la forêt, approuvé lors de la modification simplifiée du PLU de la commune. L'examen de cette offre globale et le bilan de la consultation ont révélé l'intérêt de réaliser une halle de marché sur l'îlot D. Cette opportunité de repositionnement de la nouvelle halle du marché est rendue possible par la cession des terrains à l'EPFIF, libérant les terrains communaux selon les termes et conditions de l'offre spontanée et la programmation globale conçue par Aménagement et Territoire. La commune prévoit donc d'acquérir des volumes sur l'îlot D, d'y reconstituer un nouveau marché et un nouveau parc de stationnement par l'intermédiaire d'un concessionnaire qui sera désigné à terme d'une procédure publique et de mise en concurrence dans le respect des règles de la commande publique. Cette acquisition est rendue possible par la cession des îlots A et B à Aménagement et Territoire, puisque l'offre résulte d'un équilibre économique général de la programmation envisagée dans sa globalité. Toutefois, la commune entend garantir la continuité de l'exploitation de la halle de marché le temps de cette opération de redynamisation du secteur. Elle propose donc d'engager la cession des îlots A et B après déclassement, mais de différer sa désaffection afin de permettre aux concessionnaires actuels de rester en place le temps que l'équipement soit reconstitué. Ainsi, l'activité sera déplacée après acquisition sur l'îlot D, permettant l'aménagement et l'exploitation par la cession par le concessionnaire du marché, simultanément à la libération de l'actuelle halle. Motif donc du déclassement anticipé. Une commune qui souhaite céder du foncier dépendant de son domaine public doit respecter le Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P. Par principe, une dépendance du domaine public, pour être cédée, ne doit pas être affectée à un service public ou à l'usage direct du public, afin de pouvoir être déclassée du domaine public, par délibération donc du conseil municipal. La désaffection et le déclassement sont des étapes préalables obligatoires et nécessaires pour procéder à une telle cession. Dans le cas du domaine public abritant la halle du marché et de son parking, donc les deux parcelles citées avant, la désaffection et le déclassement simultanés en vue de leur cession auraient pour conséquence la fermeture immédiate et complète de cet équipement public. Or, le marché de la forêt est essentiel pour l'ensemble des Morsaintois et sa relocalisation doit procéder à la désaffection du bâtiment actuel. Parallèlement, la relocalisation du marché suppose de s'assurer d'un lieu adapté et disponible, tout en disposant d'une solution de reprise du site ainsi délaissé, l'hypothèse de création d'une friche urbaine étant absolument exclue. Or, l'offre globale et indivisible de Aménagement et Territoire repose sur la condition essentielle de la maîtrise foncière et de l'ensemble des îlots du secteur. Son projet s'équilibrant économiquement et commercialement à cette échelle d'ensemble.
L'offre de aménagement et territoire étant globale et indivisible, elle constitue une opportunité pour la ville. Céder le site actuel du marché, donc en parcelle AO 775 et AO donc 365, pour acquérir un volume situé à proximité. La vente des bâtiments actuels finançant l'acquisition du volume brut destiné à la relocalisation du marché, le volume étant aménagé par le concessionnaire du marché. Sans l'offre globale et indivisible de aménagement et territoire d'acquérir le site actuel une fois qu'il aura été désaffecté, tout en vendant, et ce de manière coordonnée, un volume brut où le concessionnaire relocalisera le marché. La garantie de continuité du service public aurait été compromise. Pour céder les deux éléments solidaires de ce schéma, et en considération du caractère global et indivisible de l'offre de aménagement et territoire, la ville veut pouvoir vendre les parcelles AO 775 et AO 365 pour acquérir le volume brut afin de disposer par anticipation et de manière certaine du lieu de relocalisation du marché. La vente de ces parcelles doit donc pouvoir précéder leur désaffection effective qui interviendra une fois le volume brut réceptionné et que ce volume brut aura été aménagé par le concessionnaire du marché. Ainsi, la ville a choisi de faire appliquer donc des dispositions de l'article L 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques qui permettent aux collectivités territoriales de pouvoir déclasser de manière anticipée des biens dépendant de leur domaine public et donc de poursuivre la procédure de cession sans toutefois que la désaffection de ces biens soit effective au moment du déclassement. La vente peut ainsi intervenir tout en garantissant son affectation publique tant que celle-ci demeurera nécessaire. Il est donc proposé au conseil municipal de prononcer le déclassement par anticipation des parcelles AO 775 et 365 d'une surface totale de 4 452 m², avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération et pour une durée maximale de 6 ans. De dire que la désaffection est différée et devra intervenir au plus tard donc dans 6 ans à compter du déclassement, qu'à défaut le déclassement cessera de produire tout effet, et donc d'autoriser Madame le maire de signer tout document ou acte afférent au déclassement des parcelles AO 775 et AO 365 et à leur désaffectation subséquente. Merci beaucoup. Comme le disait Monsieur Charnet, c'était beaucoup plus long. Vous avez reçu en plus avec la délibération et la note de présentation qui a vocation d'être très complète, une étude d'impact pluriannuelle relative au déclassement par anticipation du domaine public de ces deux parcelles, puisque quand on procède à un déclassement anticipé en vue d'une désaffectation anticipée, eh bien, il faut faire cette étude d'impact et présenter cette étude d'impact qui reprend tous les éléments qu'a présenté Monsieur Charnet dans sa présentation, mais qui rentre beaucoup plus dans le détail du planning et qui indique par ailleurs que si dans les 6 ans le marché n'était pas réalisé et que le projet ne se faisait pas, eh bien le déclassement ne se ferait pas. Voilà, et que le marché resterait marché. Imaginons que les choses se passent pas du tout comme c'est prévu et voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons l'étude d'impact qui est beaucoup plus détaillée encore que la présentation qui vient d'être faite. Et donc j'ouvre la discussion. Alors il y a donc 2 délibérations. La première, c'est cette étude de déclassement pour une désaffectation anticipée. La deuxième,
ça sera la cession, l'autorisation, puisque la cession ne se fera, vous l'avez compris, que quand le projet sera réalisé, puisqu'on ne va pas vendre un bien qui est toujours occupé, donc quand la désaffectation sera prononcée. Donc voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur ce projet? Monsieur Villéger, j'imagine, qui a suivi le projet. Oui, tout à fait. Bien que vous soyez trompé entre 15 et 25 mètres. Oui, voilà. mais ça, je vous le redirai certainement. Mais vous pourrez me le dire, d'autant plus que, vu qu'à la dernière réunion sur le PLU, ça a été remonté à 17 mètres la hauteur max, je me dis qu'au bout d'un moment, mon lapsus 25. Va finir par devenir la vérité. Peut-être vous avez été prémonitoire, en fait. Bon, en attendant, si ça ne vous dérange pas, je vais intervenir sur les deux délibérations, parce que c'est difficile de faire le distinguo entre les deux. Enfin, voilà. Donc déjà, je constate que vous confirmez ce qu'on avait tous deviné, ce que les Morsaintois avaient bien compris, c'est-à-dire que votre projet, quand vous avez fait la concertation, votre projet était déjà ficelé. Vous dites dans votre présentation que le projet initial a été proposé par la Société Aménagement et Territoire le 3 mars et complété le 21 juillet 2023. Oui. Alors que la première réunion de concertation date du 16 octobre, donc c'est-à-dire près de 3 mois plus tard. Donc on a bien compris qu'il s'agissait d'un écran de fumée, et on se demande bien à quoi ça sert que vous ayez missionné le cabinet Empreinte Citoyenne pour organiser ce blabla, puisque ça n'a rien servi qu'à dilapider l'argent des citoyens. Donc de notre côté, à Morsan pour tous, on avait dans notre programme le réaménagement du quartier. Et comme nous l'écrivions à l'époque, nous l'aurions fait d'une façon très différente. Nous l'aurions fait complètement différemment, avec les habitants, sans idées préconçues. Nous aurions évoqué différentes hypothèses. Nous aurions organisé un concours d'architectes. Il y aurait eu une votation citoyenne. Tout cela, c'était dans notre programme. Vous avez fait le contraire. Vous êtes parti du projet pour faire la concertation. C'est un projet qui est majeur pour la ville, un projet structurant, et vous le traitez comme un petit projet mineur. Votre consultation, ce sont des micro-trottoirs, et il y a fort à parier que pas mal de Morsaintois ne sont même pas au courant des détails du projet. Vous dites qu'il y a une offre spontanée. Y a-t-il eu appel à projet? Y a-t-il eu d'autres offres spontanées? Sur la base de quoi est-ce que vous avez décidé que ce projet était celui que vous présenteriez aux Morsaintois? On n'en sait rien. Donc maintenant, on y est avec cette délibération et la suivante. Vous serez autorisé à faire votre projet comme vous l'entendez, sous les yeux des Morsaintois impuissants. Alors évidemment, cette délibération permet de garantir la continuité du marché, et c'est très bien. Hein, nous sommes bien sûr attentifs à ce que le marché continue à fonctionner pendant toute la durée du réaménagement. Et si cette délibération ne consistait qu'à ça, qu'à garantir la continuité du marché, nous ne nous y opposerions pas. Maintenir le marché, même pendant le réaménagement, c'est effectivement une nécessité, c'est la moindre des choses. Les commerçants et les Morsaintois le demandent. Mais malheureusement, une fois cette délibération votée, on aura atteint le point de non-retour. Dans 6 ans ou plus tard, nous aurons votre projet, donc, cette halle de marché réduite, un parking souterrain qui va probablement mettre la pagaille dans la rue Curdaire, des immeubles de 15 mètres de haut, voire 17 peut-être. Et voilà. Donc, bien sûr, nous allons voter contre cette délibération et la suivante, pour les raisons que j'ai évoquées, même si, effectivement, nous souhaitons la continuité du marché, donc c'est vraiment le projet dans son ensemble que nous rejetons. Voilà. Merci. Pierre, j'avais dit que vous parleriez à 2 voix. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce projet ou non, par rapport à la présentation qui a été faite? Simplement rappeler que la grande majorité des participants aux consultations ont approuvé le projet tel qu'il a été présenté. Donc, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Enfin, personnellement, ce n'est pas forcément le sentiment que j'ai eu, mais donc, c'est... on a chacun nos appréciations divergentes. Tout à fait, ça s'appelle la démocratie. J'ai juste par rapport à ça, et pour répondre quand même à vos questions, je pense que, à vos questions, à vos affirmations. D'abord, alors effectivement,
R+3 plus comble, donc ça fait 15 mètres. Sauf que, comme on l'a expliqué dans le cadre de la révision du PLU que nous aborderons au prochain conseil municipal, et dans le cadre notamment des contraintes liées à l'amélioration énergétique des bâtiments, il est préconisé d'avoir 1 mètre supplémentaire qu'il y aura sur tous les bâtiments, c'est-à-dire aussi bien les R+1 plus comble, c'est-à-dire les maisons, aussi bien les R+2 plus comble que les R+3. Eh bien, tous ces bâtiments auront 1 mètre supplémentaire parce qu'aujourd'hui, les normes font, et dans tous les PLU qui privilégient la qualité, ça n'impose pas d'aller à cette hauteur, mais ça donne la possibilité notamment de faire passer les tuyaux dans les toitures et dans les étages supérieurs pour pouvoir justement améliorer la qualité énergétique des bâtiments. Et on sait que c'est important. Ça, c'est le premier point. Et le 17 mètres, c'est parce que, comme dans tous les projets qui prévoient du commerce en rez-de-chaussée, vous êtes obligé, donc vous avez les 16 mètres, donc ça fait 1 mètre de plus, c'est ce que je viens de vous expliquer, et le 1 mètre supplémentaire, c'est parce que dans tous les projets qui prévoient du commerce en rez-de-chaussée, vous prévoyez un rez-de-chaussée plus élevé pour pouvoir justement donner de la visibilité au commerce et donner la possibilité d'avoir des commerces de qualité qui sont visibles de l'extérieur, ce qui est une garantie de réussite des commerces. Alors, j'entends vos interrogations, Monsieur Villéger, concernant effectivement les dates qui sont citées, le 3 mars, le 21 juillet. J'ai toujours été très transparente à ce sujet-là, puisque je vous avais dit à l'époque, et d'ailleurs vous me l'avez rappelé dans le conseil municipal de septembre, je crois. Je vous ai dit qu'il y avait une étude urbaine qui avait été engagée et que, eh bien, on travaillait dessus et qu'on la présenterait aux habitants en septembre. Lorsqu'en septembre, vous m'avez interpellé, je vous ai dit qu'effectivement, on avait eu une proposition, avec une proposition d'aménagement, que nous avions travaillé dessus, qu'elle est arrivée fin juillet, donc mois d'août. On sait très bien que le mois d'août, c'est un mois qui n'est pas nécessairement le mois le plus propice pour mettre tout le monde au travail, et que nous allions travailler sur le sujet et présenter les orientations aux habitants. Ce que nous avons fait, nous avons présenté les orientations aux habitants et les consultation, c'est pas de la concertation, c'est de la consultation, c'est important. Les consultations qu'on a présentées lors du bilan, dont on a présenté le bilan au dernier conseil municipal, ont permis justement de confirmer certaines orientations, d'infléchir d'autres orientations, de prendre en compte des remarques des habitants. Et maintenant, donc, on passe à l'étape d'après, qui est justement l'étape technique, entre guillemets, de déclassement, de désaffectation anticipée, de promesse de vente, parce qu'un opérateur ne s'engage pas sans savoir que derrière, il y a quand même une réflexion un peu plus globale. Et donc, là, on passe à l'étape d'après. Et donc, l'étape qui suivra sera justement une étape de travail avec les architectes, avec les parties prenantes du projet. Et le projet sera présenté aux habitants pour que, justement, il puisse y avoir des réactions et puis qu'il puisse y avoir une implication des habitants. Et je pense qu'ils le savent et qu'ils l'ont compris. J'en ai quelques-uns qui ont manifesté leur intérêt pour être dans la réflexion. Et je suis sûre qu'ils sauront s'impliquer, comme d'ailleurs les réunions de quartier feront l'objet de ces présentations, dès qu'on aura des présentations qui permettront justement de se projeter. Moi, j'ai repris, parce que je sais que vous aimez bien lire nos documents de campagne, de la campagne de 2020, mais moi j'ai repris les vôtres et effectivement vous montriez une image du marché, de la place du marché, qui ressemblait beaucoup à la place Jean Ferrat d'ailleurs, c'est-à-dire complètement minérale, sans aucun arbre, sans aucune végétation, avec des immeubles qui, je compte, faisaient 6 étages. Voilà, je dis juste, c'est contractuel, hein, c'est une photo, mais je peux vous la faire passer si jamais vous ne la retrouvez pas. Eh bien, justement, c'était votre vision, c'était votre conception. Et on a déjà vu la réalisation avec cette magnifique place Jean Ferrat que tout le monde adore. Mais non, je ne mens pas, monsieur Brun. Monsieur Brun, c'est dommage, vous savez, monsieur Brun, excuse-moi. Vous savez, monsieur Brun, j'avais préparé cette photo pour pouvoir la projeter à ce moment-là. Et
Voilà, j'ai été trop occupée, j'ai pas pu la donner, mais Ludovic, si j'ai les moyens de vous l'envoyer par mail et que vous puissiez projeter ce très beau document, ça fait rêver. Et je pense que les Morsaintois rêveront et partiront avec vous, Monsieur Brun, dans ce grand voyage de la concertation et de la végétalisation des espaces publics. Madame Arasa, une remarque. Oui, parce que vous savez que lorsque vous dites ça, vous ne dites pas la vérité. Parce que la photo que vous prenez, justement, il était bien indiqué dans ce journal que ce n'était pas le projet qui allait être fait, puisque ce que nous proposions, Madame Duranton, aux habitants, c'était de le faire, ce projet, à partir d'un cahier des charges travaillé, réfléchi par les habitants. Et je n'ai cessé de dire avec l'équipe Morsan pour tous qu'il n'y avait pas une option possible ou une hypothèse possible, mais que sur un tel projet d'importance, il pouvait bien entendu y avoir différentes hypothèses. Et c'est pour ça que quand Éric Villéger vous fait remarquer les dates, c'est-à-dire aménagement et territoire, qui vous propose un projet le 3 mars, qui vient compléter le projet le 21 juillet, il vous fait remarquer quoi? Il vous fait remarquer que oui, tout a été décidé à l'avance. Il vous pose la question. Il vous dit, mais y a-t-il eu d'autres sociétés qu'Aménagement et Territoire? Y a-t-il eu d'autres projets de présenter? Vous ne répondez pas à cette question. Vous avez retenu Aménagement et Territoire et la soi-disant consultation très étriquée, très étriquée, est venue dans un second temps. Notre méthode aurait été différente. Ça aurait été une méthode qui aurait permis différentes hypothèses et qui aurait permis donc que beaucoup d'habitants, pas seulement les habitants qui habitent à proximité du marché, mais que vraiment tous les Morsaintois puissent mettre leur intelligence en commun et pour faire de A jusqu'à Z un projet. Donc tout à l'heure, lorsque vous montrez donc cette photo, écoutez, vous savez que vous ne dites pas la vérité. Alors, vous avez besoin en permanence de raconter des bobards. C'est une ligne de conduite. Madame Arasa, tout comme Jean Ferrat. Parlons de la place Jean Ferrat. Justement, parlons de la place Jean Ferrat, de cette magnifique réalisation de la place Jean Ferrat. Madame Duranton, exactement le même esprit que ce que vous aviez présenté là. Mais non, je de dire que ce sont à avoir l'honnêteté, c'est votre réalisation, Madame Arasa. Non, ce n'est pas la mienne. C'est votre réalisation de votre équipe à l'époque. Laissez-moi comme la rue Payard, comme le 22-24 rue Savigny. Et après, c'est vous, Madame j'en ai fini parce que vous. Ces petites attaques, ça ne m'intéresse pas. C'est terrible. Sur la place Jean Ferrat, je voudrais que on se souvienne, parce que ça date d'il y a plusieurs années, que ce sont les architectes des bâtiments de France qui avaient une exigence. Leur exigence, c'était à l'époque que ce soit le plus minéralisé possible. Et ils ont fait ce même choix, même parti pris en ce qui concerne la place des Trois Martyrs. Donc c'est tout, j'en ai fini, parce que je sais, on est en conseil municipal, on n'a pas le même point de vue, on échange, mais systématiquement, madame, vous avez besoin de raconter des salades pour porter
porter des soi-disant idées. Madame Arasa, je vais donner la parole à Brigitte Auchard qui l'a demandé, et peut-être à Patrick Lefebvre, parce que ils sont du Vieux-Bourg et ils ont la mémoire longue, et il y en a d'autres qui pourraient parler. Beaucoup. Moi, ce que je dis juste, Madame Arasa, c'est que quand on voit, mais ne vous inquiétez pas, on la mettra, votre photo, on la mettra sur les réseaux, comme ça on verra bien, on mettra la photo on la mettra. Pas que la photo. Exactement. Et on la mettra en même temps que la place Jean Ferrat pour bien que les gens voient qu'on est dans la même source. Tout ce que je veux dire, Madame Arasa, c'est que Madame Arasa, ce que je veux dire, c'est que je pense que je viendrai, peut-être que nous demanderons à l'architecte des bâtiments de France, peut-être que nous demanderons, Madame Arasa, à l'architecte des bâtiments de France, de venir donner son opinion sur Morsan. Je peux vous dire que quand elle a visité Morsan, quand elle a vu la place Jean Ferrat, elle a pleuré. Le CAUE, ils ont pleuré et ils sont prêts à porter un projet de requalification de cette place qui est un drame, qui est un scandale. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, Madame Arasa. Moi, je n'étais pas élue à ce moment-là. Ah bah écoutez, voilà. Bon, je vais donner la parole à Madame Auchard. Madame Auchard était élue à ce moment-là, et Madame Auchard habite au Vieux-Bourg, et je peux vous dire qu'elle a aussi la mémoire de ces sujets-là. Donc Madame Auchard. Alors, en ce qui concerne la place Jean Ferrat, je me souviens effectivement que les bâtiments de France avaient une exigence, c'est-à-dire de respecter le fait que les maisons étaient construites de façon oblique par rapport à la chaussée. Et c'est ce qui a été fait. Il fallait récupérer faire pareil pour les deux bâtiments qui comportent aujourd'hui des maisons individuelles, des maisons en bande individuelles. Je n'ai pas eu connaissance d'autres exigences des bâtiments de France. Non, moi je voulais vous parler essentiellement, évidemment, du bâtiment du 11 rue de la Ferme et de la façon dont vous avez le culot, excusez-moi l'audace, pour peut-être diminuer le mot culot, l'audace d'affirmer la façon dont vous auriez travaillé en concertation. Reprenons la concertation que vous avez faite pour le 11 rue de la Ferme. C'est une honte. Une honte. Moi, je me souviens d'une réunion à Buisson, on était tous là, tous les gens, on était tous contre Monsieur Champon, Monsieur Lefebvre, Madame Guyon, etc. On était tous contre le projet. Tous. Et Madame le maire de l'époque a eu le culot de dire « Je suis le maire, c'est moi qui décide ». Si vous appelez ça de la concertation, c'est absolument invraisemblable. Ce dont vous ne vouliez pas, c'est ça la vérité. Et ça vous emmerde bien qu'on vous le rappelle. C'est les logements sociaux dont vous ne vouliez pas. Vous pourriez peut-être me parler sur un autre ton, s'il vous plaît. Je n'apprécie pas d'une façon générale que vous nous acquittez. Lorsque vous mentez, je vous rappelle vos mensonges, madame. Monsieur Brun, je ne vous autorise pas à m'insulter, c'est clair? Si, vous m'insultez en me disant que je mens. C'est insupportable. Stop, on s'arrête. Vous respectez un peu les gens. Vous ne respectez jamais personne, Monsieur Brun. Monsieur Brun, vous ne respectez jamais personne. Les seuls mots que vous avez, vous et Madame Arasa, trop souvent, c'est mensonge, mensonge, mensonge. Bon, je crois. Vous dites que cette illustration est notre projet. Vous savez pertinemment que c'est faux, puisque c'est écrit sur cette page. Bon. Chut. On peut se parler avec correction, Monsieur Brun, avec correction et respect. Vous n'êtes... Mes propos ne sont pas mensongers, Monsieur Brun. Il y a une photo. Je manipule pas. En guise de manipulation, Monsieur Brun, vous savez très bien vous y faire. Vous savez très bien en faire. Bien, j'ai noté votre, comment dire, votre vote. Donc nous allons passer au vote. Donc l'opposition vote contre cette première délibération. La majorité vote pour cette première délibération. Et nous allons présenter rapidement
la deuxième délibération qui a été expliquée par la première sur l'achat, la vente de ces deux parcelles à aménagement et territoire. Non, vas-y. Donc nous allons passer dans le calme. Merci. Donc pour rappel, c'est la cession par la ville des propriétés au 30 avenue de Compiègne, avenue des Hêtres, à la Société Aménagement et Territoire. Donc la Société Aménagement et Territoire donc, a présenté une offre, on en a parlé tout à l'heure, pour un projet urbain sur le secteur du marché de la forêt. Cette offre correspond pour 4 terrains d'assiette. Il y a une parcelle cadastre au AO 775 pour le marché de la forêt, une parcelle cadastre AO 365 pour le parking. Il y a un îlot composé de la réunion des parcelles cadastrées en section AO sous les numéros 988, 989, 990, 174, 173, 863 et 170 pour l'îlot C. Et pour l'îlot D, donc, nous avons donc, les parcelles cadastrées AO 208, 209, 210, 211, 212, 215 et 864. Cette offre spontanée donc, répond aux orientations du PLU ainsi qu'à la modification simplifiée du PLU. Donc l'opportunité c'est de repositionner la halle du marché sur les terrains de l'EPFIF. La commune donc prévoit donc d'acquérir des volumes sur l'îlot D, donc d'y reconstituer un nouveau marché. Et donc d'y faire aussi un parc de stationnement par l'intermédiaire d'un concessionnaire qui sera désigné au terme d'une procédure publique et de mise en concurrence dans le respect des règles de la commande publique. Donc cette acquisition est rendue possible par la cession des îlots A et B à aménagement et territoire. Et donc toutefois, la commune entend garantir donc la continuité du marché. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le jeu de mouvement du marché entre les deux îlots. Ainsi, l'activité donc et l'activité du marché ne sera pas arrêtée. Donc, une promesse de vente comportant l'ensemble des clauses pour préserver l'activité du marché sans interruption et sans obstacle doit être conclue. La ville envisage donc de vendre à la Société Aménagement et Territoire les propriétés 6 au 30 voies de Compiègne, avenue des Hêtres. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession par la ville des parcelles AO 775 et 365 d'une surface totale de 452 mètres carrés pour une somme de 215 000 € et d'autoriser Madame le maire à intervenir dans les procédures de cession et de signer tous les actes relatifs à la constatation de la désaffection des j'y arrive pas aujourd'hui. Des désaffectations des parcelles AO 775 365 et à la conclusion de l'ensemble des actes nécessaires à la vente des dites parcelles. Donc il est proposé au conseil municipal d'en délibérer. Bien, on avait une présentation sur les deux. Donc le vote est identique sur les deux. OK. Donc l'opposition vote contre, la majorité vote pour et je vous en remercie. Nous passons à la délibération qui suit. Alors c'est aussi Didier Charnay. C'est la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Et je vous demande de noter qu'il y a eu une erreur dans la note de présentation,
puisque à la page 2, lorsque vous avez règles urbanistiques, périmètre d'ABF, il est indiqué qu'il y a 4 secteurs d'ABF identifiés sur le plan du potentiel d'énergie renouvelable, avec le triangle de covisibilité avec le château, le poteau en bois sculpté, la borne napoléonienne et le castel d'Orgeval. Or, donc déjà le castel d'Orgeval, il n'y est pas, puisqu'il n'est pas à cet endroit-là. Si, il est sur une partie, dans la partie nord ouest de Morsan, mais la borne napoléonienne n'existe plus. Donc c'était voilà, donc elle n'y est plus, elle fait plus partie du périmètre. Donc voilà, c'était juste vous dire que il faut retirer ce périmètre-là qui n'existe plus. Mais dans les éléments que nous avions, il était mentionné et donc il a été rapporté par erreur. Je donne la parole à Didier Charles. Donc j'ai de la chance, j'ai encore un petit peu de lecture. Il faut que les Morsantois comprennent aussi quand même. Oh. Donc, définition des zones d'accélération énergie renouvelable, ZAENR. Donc, on en a déjà parlé, c'est suite à une loi qui a été promulguée en mars 2023, la loi APER. Donc, elle s'articule sur 4 axes. Le premier, donc, c'est planifier avec les élus le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. Simplifier les procédures d'autorisation donc, pour ces projets. Donc, de mobiliser les espaces déjà artificiés pour le développement donc, de ces énergies renouvelables et de partager donc, la valeur des projets d'énergie renouvelable avec les territoires qui les accueillent. Donc, ces zones sont sur des secteurs géographiques donc, et au sein desquels les projets de production d'énergie renouvelable bénéficient davantage d'ordre économique et administratif. On vient de le dire, par le fait de simplifier les dossiers administrativement. Donc, l'identification de ces zones d'accélération a un triple objectif, que le territoire devienne attractif sur ces zones, qu'il y ait aussi une attractivité financière au niveau donc, de ces projets et qu'il y ait une facilitation administrative, notamment dans les délais d'instruction pour ces projets. Donc la commune se devait de définir, de définir déjà son potentiel au niveau énergétique en fonction donc des possibilités d'énergie renouvelable et donc et d'intégrer donc aussi les projets publics d'énergie renouvelable avec les communes voisines. Donc la commune a identifié donc un potentiel géothermique, un potentiel solaire qu'il soit photovoltaïque ou thermique, en fonction de certains secteurs, sur une cartographie identifiée par les territoires, donc sur une cartographie identifiée sur les territoires de la commune, et notamment avec des axes de priorité. Le but, donc, ce n'est pas de faire du parcelle par parcelle, mais plutôt de déterminer des périmètres larges. Donc l'État et puis Cœur d'Essonne Agglomération mettent à disposition des communes des cartographies. Et la région Île-de-France, pour chaque propriétaire immobilier aussi, permet de faire une consultation via un lien mail qui est marqué donc, sur le document. Je l'ai essayé, il fonctionne, donc c'est bon à savoir. Concernant le photovoltaïque, l'implantation d'ombrières est désormais obligatoire sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1500 m². Donc l'installation de panneaux photovoltaïques permettra aussi donc à la fois de lutter contre le dérèglement climatique, parce que ces ombrières, il y a une abritation aussi, on est abrité aussi en dessous, et ça permettra aussi de limiter l'artificialisation des sols. Donc autant utiliser des parkings qui sont déjà artificiés. Eh ben non, j'y suis pas arrivé. Ça ne veut pas ce soir, ça bloque celui-là, ça bloque. Moi, c'est pas le SMOI, ça. Et donc de faire aussi ainsi. Et le but, c'est aussi de faire baisser la facture énergétique des entreprises et des ménages. Donc la commune a identifié
13 parcs de stationnement. Je ne vais pas vous les énumérer. Si, je veux les énumérer après tout. Ben, on m'a dit... Ah ben voilà. Donc il y a la 26 rue de Savigny, le 10 terre rue de la commune de Paris, le square 8 mai 45, le square Eugène Potier, le 26 commandant Barré, le 2 Hêtre, le 14 Guérinière, le 12 bis Bois Pommier, le 8 Jean Timbaud, le 7 square Jean-Baptiste Clément, le 4 Elsa Triolet, le 103 route de Corbeil et le 9 bis 91 bis route de Corbeil. Donc, bien entendu, tous ces projets devront respecter les règles d'urbanisme. Pour rappel, il y a le périmètre des ABF, comme on a rappelé Madame le maire tout à l'heure, avec ses servitudes. Et puis, il y a les périmètres des zones UVB, UR1 et URA. UVB, donc, c'est le Vieux-Bourg, avec donc ses constructions et ensemble de constructions à protéger. Et UR1 et UR1A, donc c'est l'ensemble de bâtis et de paysagers à mettre en valeur, notamment tout ce qui est Villa Meulière et style art déco. Toutes modifications dans ces zones sont soumises donc également à une demande d'autorisation du droit des sols. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc il est proposé au conseil municipal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet pour lequel on a fait une réunion publique en février? Voilà, il y a eu quelques habitants, il n'y a pas eu énormément de monde, mais c'est un sujet important qui va être fortement mis sous l'actualité dans les prochaines années, puisque nous devrions avoir la géothermie et on espère pouvoir vous présenter très prochainement l'entrée de la ville dans le capital de la Serre. La Serre étant la société d'économie mixte qui aménage la géothermie dans le secteur. Qui dépend du CIPEREC. Et donc, on vous présentera tout le déploiement à ce moment-là de la géothermie, ce qui est très important puisque dès l'année prochaine, dès 2025, nous serons en géothermie. Ce qui nécessite, nous commencerons à rentrer en géothermie, ce qui nécessitera de gros travaux. Et d'ailleurs, à cet égard, on a dû revoir notre programmation. On est en train de revoir la programmation de voirie parce qu'on avait prévu de la voirie et on vient d'avoir les raccordements de la Serre et la Serre passe là où on refaisait la voirie. Donc ça veut dire refaire cette année pour l'année prochaine défaire. Donc c'est un petit peu problématique. Donc on va décaler la programmation de voirie à 2025. Ce qu'on devait faire cette année, on le fera on le fera après, et ce qu'on devait faire l'année prochaine, on le fera cette année. Voilà, mais ça c'est les aléas du direct, mais heureusement justement que on a eu cette information juste à temps, parce que je pense que à l'heure où on est tous très très attentifs aux deniers publics, eh bien, c'était très mal perçu par nous et par les habitants de voir qu'on refait des voiries et que l'année d'après, on ouvre tout pour recommencer, pour passer les tuyaux, parce que ça sera des gros chantiers sur les périmètres et sur Morsan. Donc il faudra vivre avec, mais bon, voilà, j'espère que c'est pour la bonne cause. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets? Non? Des remarques? Non? Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? Une unanimité? Tu vois, c'est de ma faute. Tu déteins sur moi, je commence à bégayer. Unanimité, voilà, unanimité, je vous en remercie. Bon, nous allons passer à la vie associative, le sport et la culture. Je vais donner la parole à Dominique Deschamps, qui va nous présenter deux délibérations qui visent... Non, deux, non, c'est deux là pour l'instant. Oui. Deux délibérations qui visent à présenter des mécénats dans le cadre de deux événements que nous organisons sur Morsan. Donc il y aura deux délibérations qui sont sur dans le même objectif. Très bien. Voilà. Bonsoir à
Bonsoir à tous. Oui, je vais y arriver. Alors voilà, alors c'est l'approbation de la convention de mécénat pour l'exposition de Julien Alonso. Alors, la municipalité s'attache à promouvoir l'art contemporain et les nouveaux talents artistiques locaux. Alors, après l'exposition Saison de Luis Rodriguez en 2022, cette année, la ville organise l'exposition Anomatie de Julien Alonso du 26 avril au 15 mai dans les salons du château et dans la salle Lounès Matoub. Alors, certains connaissent Julien Alonso, qui est un artiste morsaintois, photographe et auteur, qui a exposé au château à l'occasion d'Octobre Rose en 2021. Alors, l'exposition Un homme assis est construite à partir d'un recueil d'un même nom qui mêle photographie et poésie et s'articule alors autour du thème du lien entre le lieu et l'être. En voyant l'exposition, vous comprendrez exactement où il veut en venir. Mais cette exposition invite le visiteur à suivre la démarche de Julien Alonso dans la recherche d'identité de son grand-père en marchant sur ses pas, en retournant dans le village natal de celui-ci. Par extension, l'artiste a souhaité nourrir son exposition en consacrant la salle Lounès Matoub à l'exposition de création artistique de jeunes morsaintois. Alors, ce sont des jeunes morsaintois de tout âge, de tout niveau scolaire, et même certains seront en lien avec les seniors. Et actuellement, plus de 130 productions ont été réalisées à ce jour, et bien sûr en lien avec leur propre histoire. Par ailleurs, des rencontres avec l'artiste sont prévues et une programmation hors les murs est également envisagée. Alors bien évidemment, j'en arrive à la demande. Dans le cadre de l'exposition et dans l'objectif de minimiser les coûts de celle-ci, la ville souhaite recourir au mécénat avec l'ensemble des acteurs économiques locaux pour financer le gardiennage et les ateliers créatifs des jeunes morsaintois. Il est proposé au conseil municipal d'en délibérer. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non? Abstention? Vote contre? Unanimité? Je vous en remercie et bravo Dominique pour cette très belle expo. Ça sera donc le 26 avril. Oui. Deuxième délibération sur le même ordre pour le Rockin Morsan. Voilà. Alors c'est également une approbation de la convention d'un mécénat pour le Rockin Morsan. Alors, dans le cadre des actions Morsan Terre de Jeux, en lien bien évidemment avec les Jeux Paris 2024, la municipalité organise un événement musical gratuit qui associe la culture et le sport. Le samedi 8 juin, au stade Léo-Lagrange, un concert de grande envergure, Rockin, réunira plus de 150 musiciens autour d'un répertoire commun de rock. En associant le sport et la musique, nous souhaitons créer un pont entre ces deux domaines et toucher des nouveaux publics, en particulier les jeunes morsaintois. Le projet bénéficiera au rayonnement culturel de la ville, à ses habitants et aux musiciens. Pour la réalisation du Rockin in Morsan, plusieurs partenaires sont sollicités, comme la DRAC, le département, Paul B, le RIF, le plan de Riche-Orangis, les conservatoires de Villemoisson et de Viry-Châtillon, la Maison des Jeunes de Villebon-sur-Yvette, le RACAM de Brétigny-sur-Orge. La FIL souhaite également recourir à un mécénat dans l'objectif de minimiser les coûts en faisant appel à l'ensemble des acteurs économiques, cette fois-ci du territoire, pour financer notamment la location de matériel technique. Il est bien évidemment proposé au conseil municipal d'en délibérer. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non? Je crois que Madame Rolando voulait préciser un petit peu l'autre volet du Rockin.
Bonsoir. Donc nous allions le sport et la culture, et je voulais dire que justement lors du CME, du Conseil municipal enfants, les enfants étaient très, très intéressés pour participer justement à Terre de Jeux et allier le sport et la culture. Donc ils seront présents sur le stade le 8 juin, où il y aura bien sûr plus de 10 associations sportives, et les enfants du CME tiendront des stands avec aussi un quiz sur le sport, et puis participeront aussi aux activités. Donc ils étaient très très partants pour faire ce genre d'activité, ils étaient pleins d'idées, et ils nous ont vraiment surpris par leur application. Voilà, je cherchais le mot. Et voilà, donc ils étaient très heureux, et tout ça s'est bien passé, et vraiment nous les félicitons pour avoir pris la parole sans trop de timidité, même ils levaient la main sans timidité même du tout, parce qu'on avait même du mal à les arrêter, tellement ils voulaient parler chacun à leur tour. Voilà, en tout cas c'est un bel événement qui va se profiler le 8 juin, et je vous invite tous à y participer. Merci beaucoup. Bien, bon, donc même vote, unanimité, je vous remercie. Alors nous allons passer encore la parole à Dominique Deschamps pour aborder une demande de licence 1 et 3 entrepreneurs de spectacle et désignation d'un titulaire. Par rapport à la note que vous avez, il y a une légère modification, c'est que nous avions prévu de nommer comme titulaire de la licence entrepreneur de spectacle Céline Léveillé, la directrice du Conservatoire de Morsan, mais comme elle est en cours de stagiairisation, on ne peut pas la nommer titulaire. Donc on vous proposera Monsieur Brice Martina, ici présent, pour être entrepreneur de spectacle, justement. Mais Dominique va présenter ce qu'est cette licence. Alors, la ville de Morsan organise de nombreux spectacles dans les différents lieux de diffusion de la commune, dans et hors les murs. Or, l'article c'est le seul, parce que L 7-122-2 du Code du travail stipule qu'il est obligatoire d'être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle lorsque la structure concernée organise plus de 6 représentations par an. La ville qui rentre dans ce schéma se doit de déclarer son activité et désigner un ou plusieurs référents qui sont des personnes physiques pour l'obtention de licences 1 et 3. La catégorie 1, ce sont les exploitants de lieux de spectacle. Catégorie 3, les diffuseurs de spectacles. Depuis la réforme du 1er octobre 2019, la licence est attribuée pour une durée de 5 ans renouvelable. Dans le cas présent, le représentant légal est Madame le maire, Madame le maire de la commune. Alors, comme référent de licence d'entrepreneur, au regard des compétences et des qualités professionnelles en matière de spectacle vivant, Monsieur Brice Martina, en charge de toute la réalisation, je pense, technique, oui, est proposé pour être titulaire de licence d'entrepreneur de catégorie 1 et 3, ainsi que Madame Duranton, maire de Morsan-sur-Orge. Il est dit que si ces personnes physiques viennent de quitter leurs fonctions, la licence restera valide jusqu'à la fin de la période énoncée. Ces référents pourront être remplacés par des personnes qui relèvent des mêmes compétences. Il est proposé au conseil municipal d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? C'est très technique. Pas. Abstention, vote contre, unanimité. Merci. Alors, dernière délibération sur la vie associative sport-culture, donc attribution d'une subvention exceptionnelle à Morsan Natation pour frais de déplacement. Et je donne la parole à Elisabeth Rolando. Oui, bonsoir. Donc c'est pour une subvention pour le club de natation qui sont partis en championnat de France à Chalon-sur-Saône. Je vais vous dire la date exacte, du 15 au 18 décembre. Les frais de ce déplacement, de l'hébergement et de la nourriture se sont élevés à 1 212,17 € exactement.
Comme il a été établi, nous prenons en charge 50% du montant total des frais, si ceux-ci ne dépassent pas 1 000 €. Donc là, un plafond de 500 € est fixé, quel que soit le montant des frais. C'est pourquoi nous demandons au conseil municipal et nous proposons de verser à l'association Natation 500 €. Je vous remercie. Le conseil est amené à en délibérer. Donc nous allons évidemment voter pour cette subvention à cette association sportive morsaintoise, mais nous redisons ce que nous avons dit déjà la dernière fois, à savoir que la formulation des championnats de France et autres compétitions internationales ne correspond pas à ce que nous avions proposé. Après, c'est le choix de la majorité. Nous avions proposé, donc nous le redirons à chaque fois, nous proposons des déplacements relatifs à des compétitions nationales et à des compétitions internationales. Voilà. Parce qu'il y a d'autres compétitions nationales qui ne sont pas forcément dans le cadre de championnats de France organisés par des fédérations, comment on dit, délégataires. Oui. Voilà. Et de toute façon, la formulation championnat de France et autres compétitions internationales, c'est pas français, puisque par essence, un championnat de France n'est pas une compétition internationale. Donc, de toute façon, la formulation est bancale. Je ne sais pas si ça nécessite une réponse, mais je peux dire qu'on répond à toute la demande des associations et elles sont en général très heureuses de voir qu'on peut leur verser une subvention de ce montant. Ah oui, c'est pas la... Ce que vous ne faisiez pas à l'époque, puisque je rappelle, enfin je vais vous le redire moi aussi, parce qu'à chaque fois on a cette conversation, Monsieur Brun, je vais le faire très calmement, vous aviez une enveloppe de 3 900 €. Nous, notre enveloppe est de 6 000 €. Donc je ne vois pas comment on fait preuve d'équité et on essaie de servir le plus d'associations sportives, et non pas les premières qui demandent. C'est pour ça qu'on a un budget de ce niveau-là. Vous n'étiez qu'à 3 900 €, nous sommes à 6 000 €. Donc nous contentons beaucoup plus de monde. Je suis désolée de vous le redire à chaque fois, mais très calmement. Il n'y a pas de souci. Non, d'une part, il n'y a jamais eu aucune association qui soit vue refuser une subvention exceptionnelle dans le cadre de ce dispositif, qui était rappelé chaque année à toutes les associations. Et il se peut qu'à un moment donné, il y ait une enveloppe du montant que vous dites. Voilà, peut-être quand vous étiez maire adjointe au sport, d'ailleurs, je n'en sais rien. En revanche, ça ne répond pas à ma question, qui est la formulation du cadre dans lequel nous pouvons, en tant que commune, contribuer aux efforts faits par les associations sportives morsaintoises dans le cadre de compétitions nationales ou internationales. Voilà, c'est tout. Ne me répondez pas à côté, ne me répondez pas à autre chose. Donc, le vote est favorable. Je pense que tout le monde est à un vote favorable. Je vous en remercie. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le 2 avril à 19h30 cette fois-ci, et non pas à 18h30, pour le prochain conseil municipal qui aura trait au budget et à la révision du PLU en point essentiel.